Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'avoir été sollicité pour être le parrain des bienfaisants. J'ai assez rapidement, objectivement, accepté pour la simple et bonne raison que je crois qu'on doit mettre de plus en plus en avant nos seniors, enfin, ceux pour qui, en fait, les actions doivent être faites. C'est toujours difficile, c'est même extrêmement difficile, parce qu'on n'est pas comme d'autres spécialités. Enfin, je veux dire, il y a des groupes pour l'insuffisance cardiaque, des patients qui ont une insuffisance cardiaque. On retrouve des groupes de patients. Dans France Asso Santé, il y a plein de choses aussi, etc. Des groupes de vieux, eh ben, c'est compliqué à mobiliser. On a quelques associations à droite à gauche qu'on essaye de mobiliser, mais trouver une représentativité de nos personnes âgées, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour plein de choses, hein. Déjà, pour être dans un groupe de vieux, il faut se considérer vieux. Ce qui est déjà en fait quelque chose qui est difficile. Donc les gens, comme ils sont pas vieux, bah, ils sont pas dans un groupe de vieux. Et puis ensuite, bah, ils ont du mal à se mobiliser. Et c'est ce qui fait la difficulté des fois de nos actions. Je le dis souvent, enfin quand je traîne dans les couloirs des ministères, si on montait sur les tracteurs, enfin ou si les vieux étaient sur les tracteurs et sur les autoroutes, on aurait peut-être plus d'action aussi des pouvoirs publics sur les sujets, mais on a du mal à mobiliser en fait les personnes âgées dans les actions. Donc il faut que nous aussi professionnels, et ben en fait on les mobilise et on aille vers eux pour avoir leur ressenti. Sur les EHPAD, j'allais dire c'est encore plus vrai parce que mine de rien, alors l'âge moyen d'entrer en EHPAD c'est 87 ans, hein. Donc vous êtes quand vous avez 87 ans en EHPAD et si en plus vous êtes un homme, vous êtes un super résistant, hein. Parce que je vous rappelle que l'âge d'espérance de vie d'un homme, c'est 80 ans, hein. Donc si vous avez 87 ans en EHPAD, c'est-à-dire que vous êtes super résistant. Et pour les femmes, c'est 85 ans l'espérance de vie. Donc 87 ans aussi, vous avez dépassé l'espérance de vie. Pour 80% des résidents d'EHPAD, vous allez en EHPAD principalement parce que vous avez des troubles cognitifs, hein. C'est ça qui vous fait plus perdre votre autonomie que l'autonomie physique, hein. Et donc c'est vrai que là, clairement, l'autonomie de décision, elle disparaît au fil de l'eau, quoi. Le temps moyen en EHPAD, c'est 2,1 ans. Ce qui fait, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça fait 2500 repas, hein. Donc le temps, le nombre moyen de plats en EHPAD, 2500 repas. Donc là, ça peut être 2500 repas où vous n'avez rien choisi de ce que vous allez manger. Ça fait un peu beaucoup. Et donc il faut absolument qu'on travaille justement sur ça et sur se dire, ben, c'est vrai que c'est pas la même chose objectivement si vous avez vécu toute votre vie dans le sud-est que dans le nord de la France. Mais ça, c'est toute votre vie. Vous n'avez pas mangé pareil, probablement. Vous n'avez pas aimé les mêmes choses. Et donc c'est aussi important de pouvoir réfléchir sur ce qu'aiment les gens avec deux choses que je vais mettre un petit peu. Alors je sais, peut-être que je fais des redites aussi par rapport à ce qui a déjà été dit, hein, mais il y a une différence aussi entre nutrition et alimentation, entre ce qu'on met dans l'assiette et la qualité aussi des produits qu'on met dans l'assiette et qu'on veut aussi des fois plus riches, avec une texture modifiée, etc. Et l'alimentation qui est aussi le choix de l'aliment qu'on met aussi dans l'assiette et de ce qu'on a envie et de ce qu'on aime. Et c'est là aussi où il faut faire le lien entre les deux, puisqu'en EHPAD, on a besoin de la nutrition et des choses, justement, probablement des fois un peu plus enrichies, avec des textures qui peuvent être un peu différentes, etc., etc., mais aussi avec un choix des aliments que les gens peuvent aimer. Et ça, c'est hyper important de les mettre dans cette décision. Je vais faire un pas de côté justement par rapport à ça et vous raconter peut-être une petite anecdote. On a un nouveau service, enfin depuis maintenant, je dis nouveau, mais ça fait maintenant 3 ans, un nouveau service de court séjour gériatrique au CHU de Tours. Et au moment où on l'a fait, enfin, on avait déjà un autre service, on changeait de bâtiment. Et en fait, on s'est dit, on va mettre autour de la table, on va faire des groupes de travail avec des soignants, des patients qui sont hospitalisés déjà dans nos lits et des familles qui viennent aussi voir leurs proches. Et on leur a dit comment vous verriez une chambre pour une personne âgée qui serait hospitalisée. Donc c'est un peu la même démarche, hein, c'est de se dire, au final, on réfléchit toujours les chambres d'hôpital de la même manière, hein. Vous rentrez dans la chambre, le lit est perpendiculaire à la porte d'entrée, perpendiculaire à la fenêtre, la salle de bain quasiment à l'entrée à droite, et puis tout se passe comme ça. C'est les chambres d'hôpital, c'est standard comme ça. Donc on s'est dit, on les interroge en disant qu'est-ce que vous voulez. Alors les soignants nous ont dit, on aimerait bien avoir des rails au plafond parce que c'est vrai que mobiliser les gens c'est difficile. On aimerait bien, ils nous ont parlé, le robinet dans la salle de bain en fait il est décalé sur un côté plutôt qu'au milieu parce que forcément quand ils aident à la toilette, c'est plus facile d'avoir le robinet ils sont d'un côté ou de l'autre. Donc c'est plus facile d'avoir le robinet d'un côté, coût zéro ça, hein, de mettre un robinet d'un côté versus le milieu, hein. Et les gens, eux, ils nous ont dit, en fait on aimerait bien pouvoir regarder dehors. On s'est dit, ok, on va les mettre face à la fenêtre.
le lit face à la fenêtre. Et puis quand on leur a proposé ça, ils nous ont dit, bah ouais, mais là, par contre, je vois plus qui c'est qui rentre dans ma chambre. Donc j'ai quand même envie de savoir qui c'est qui rentre dans ma chambre. Et donc en fait, on a travaillé avec eux, etc. Et maintenant, dans nos chambres, le lit est orienté à 30 degrés vers la fenêtre, avec en fait à l'arrière du lit les armoires sur l'espace en fait que ça a libéré, en fait une armoire en triangle en fait. Donc pareil, coût de travaux zéro. Les gens ils voient dehors sans devoir tourner complètement la tête et ils voient qui c'est qui rentre dans leur chambre juste en regardant comme ça. Et donc ça c'est valable que si on interroge les gens. Parce qu'on a plein d'idées préconçues sur ce que pensent les gens, sur ce que veulent les gens. Mais en fait, il faut les interroger, il faut essayer d'aller les chercher. Et là, je reviens sur ce que je disais au début, il faut absolument aller vers les gens parce que, alors peut-être qu'avec les générations qui vont arriver, qui sont, j'allais dire, nos 68 arts vieillissants, peut-être qu'ils vont être un peu plus proactifs dans justement ce qu'ils ont envie. Et j'espère d'ailleurs là-dedans. Et peut-être que ça va créer justement des groupes de vieux qui vont se mobiliser pour l'ensemble de ce qu'ils ont envie en institution, à domicile, etc., etc., pour savoir justement comment ils veulent vieillir, avec qui, etc. On parle de pareil, les communautés, enfin je veux dire, on vit tous dans une communauté, quoi qu'il arrive, on veut tous prôner en fait l'intersociabilité, l'intergénérationnel, etc. Mais en fait, en soi, on vit tous dans une espèce de communauté dans notre vie de tous les jours. Et puis vous arrivez en EHPAD, tout le monde ensemble, on mélange tout le monde comme si en fait on avait tous vécu à côté, dans la chambre d'à côté toute notre vie. Et ben des fois ça crée aussi quelques petites tensions. Tout ça, ça se réfléchit. La façon dont on va réfléchir l'EHPAD, on en parlait tout à l'heure, dont on va réfléchir l'EHPAD de demain, enfin la façon c'est pareil, l'architecture de l'EHPAD, elle doit être aussi réfléchie en fonction de ce que les gens vont pouvoir avoir envie demain dans leur mode de vie qui est probablement différent de celui des gens d'hier. Donc il faut vraiment interroger les gens et c'est dans ce contexte-là que les bienfaisants et le projet des bienfaisants a été hyper intéressant. Et l'idée c'est derrière, c'est de pouvoir diffuser et que ça soit la porte d'entrée ou en tout cas la première étape, la première marche vers d'autres choses parce que on sait maintenant donc ce que les gens ont envie et puis maintenant il va falloir voir comment on arrive à le mettre en place dans les différentes institutions, comment ça va perturber aussi les organisations, comment ça peut changer les pratiques et puis derrière est-ce que ça a marché? Est-ce que même si on change l'alimentation, est-ce que les gens mangent mieux? Parce que c'est ça qu'on veut à la fin ou pas? Et comment on réadapte aussi un petit peu les choses. Donc vraiment, encore bravo. Il faut aussi bravo à Aline et à toute l'équipe des bienfaisants parce que en fait, il faut de l'énergie pour mener tout ça. Et c'est souvent, j'allais dire, du temps en dehors de toute activité professionnelle et toute activité, j'allais dire aussi financière. Il faut aussi manger quand on travaille. Et donc tout ça, c'est de l'énergie qui a été menée bien au-delà du temps professionnel. Et il faut des professionnels engagés pour permettre aux gens de mieux vieillir demain. Donc merci beaucoup.